Alors, je m'appelle Miezan Akachi Roger. Je suis un cadre ivoirien dont la carrière a été forgée dans la rigueur, avec vision. On est ensemble pour le développement. Nous les fils du Saint-Louis et d'Afema. Alors, je suis né à Maféré, dans le sud Comoé. J'ai débuté mes cours dans ce village. Donc je fais partie des élèves, des premiers élèves de l'école publique 2. Donc j'ai commencé l'école dans ce village jusqu'en classe de CM1. Au CM2, donc je suis parti à Dabou, où dès la classe de CM2, j'ai commencé à être, on va dire, j'étais premier de ma classe au CM2. En 6e, pareil, j'ai été premier de ma classe et major de ma promotion. On va dire que j'ai connu un cursus scolaire académique assez exceptionnel. En 4e, j'ai été aussi premier, major de ma promotion. En 3e, j'ai été premier, major de ma promotion. J'ai d'ailleurs eu un lauréat dans un bac blanc interscolaire à l'école Charles de Foucault de Dabou. Ensuite, j'ai continué mes études au lycée technique d'Abidjan, où j'ai terminé, on va dire, mon cursus scolaire, le lycée en terminale, en étant premier de ma classe également, et major de ma promotion en terminale. J'ai reçu le prix d'ailleurs du ministre, paix à son âme, d'alors, monsieur le ministre Bamba Vamoussa, qui m'a décerné en main propre un prix. Après, je suis parti à Yamoussoukro, à l'INSET, l'ex-INSET qui est aujourd'hui dénommé INPHB, où j'ai fini mon cursus avec un diplôme universitaire de technologie. Je tiens d'ailleurs à saluer tous mes amis et frères de la promotion même, maintenance électromécanique. Je tiens aussi à saluer un père, un éducateur, un professeur, monsieur Amondabi Joseph, un homme d'une très grande qualité, avec un humanisme exceptionnel. Ensuite, j'ai continué sur le plan académique ma formation en France, où à l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, j'ai pu faire un master en ingénierie des affaires et en gestion de projets internationaux. Sur le plan académique, j'ai aussi continué ma formation en management stratégique et en intelligence économique à Paris. Au plan professionnel, j'ai commencé en Côte d'Ivoire, j'ai été responsable de service en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai continué, j'ai travaillé en France, chef de service, responsable, chef d'entreprise également. J'ai continué à Londres, où j'ai aussi travaillé, à Londres, au Luxembourg, etc. Et parallèlement, il faut dire qu'en France, je me suis investi dans le domaine civique dans le mouvement En Marche du président Emmanuel Macron, juste avant son élection. D'ailleurs, j'ai été responsable de la section En Marche de la ville où je résidais. Donc, on va dire, sur le plan académique, professionnel et, je dirais, social, j'ai quand même eu une expérience assez fort agréable. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors, mon parcours scolaire, on va dire académique, a été exceptionnel, c'est vrai. En partie, personnellement, je pense que ma foi chrétienne y a beaucoup contribué.
énormément. Parce que dès mon bas âge, j'étais très épris d'honorer Dieu dans ma vie. Et donc, ma façon de l'honorer, c'était d'être correct, d'être studieux, d'être travailleur. Donc, je pense que cette fois-là a été la lumière qui m'a éclairé dans mon parcours académique. Et en partie, je pense qu'essentiellement, ça a été basé sur la foi, en fait, ma foi chrétienne. Mon succès scolaire n'émane pas de la sévérité de parents ou de l'assistance continue des parents, essentiellement dû effectivement au fait que ma foi chrétienne me poussait à honorer Dieu dans ma façon de travailler, et c'était pas que scolaire. Hein. Dans tout ce que je faisais, j'étais poussé par une sorte d'excellence, de rigueur, de correction, on va dire, auto-correction et d'amélioration continue. Et donc, voilà, ça se voyait à la fois sur le plan académique comme dans mon lieu de vie, où j'ai été déjà de toute façon, depuis que je suis petit, au village, nous partions au champ, nous travaillions tout petit, nous avions des exigences, des parents à honorer, etc. Donc je pense que tout ceci, c'est un mélange, tout ceci a contribué au succès que j'ai connu sur le plan académique. On se lève pour défendre nos valeurs. Ma vision par rapport à la politique ivoirienne. Je trouve que la politique en Côte d'Ivoire est arrivée à saturation. C'est mon point de vue. Nous avons un pays qui fonctionne, des institutions qui sont stables, mais la confiance des citoyens ivoiriens, ça se voit, est érodée. Énormément érodée. Parce que je pense que le jeu politique en Côte d'Ivoire est fermé. Et d'aucuns d'ailleurs le trouvent assez, je dirais, un peu brutal, un peu inhumain. Hein, c'est ce que d'autres pensent. Ce que je pense encore, la politique en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons des institutions qui fonctionnent, qui existent. Nous avons des élections qui ont lieu, mais la majorité des Ivoiriens n'ont plus confiance au cadre électoral. Il y a une prise de confiance entre la majorité des Ivoiriens et le processus électoral qu'on estime ne pas être inclusif. On voit une sorte il y a un décalage entre une institution stable et puis une crise de confiance. Et pour moi, à mon sens, c'est le risque de l'avenir en Côte d'Ivoire. On se lève pour défendre nos valeurs. Comment j'ai vécu la présidentielle en Côte d'Ivoire? Je l'ai vécu avec beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Je disais tout à l'heure que des élections en Côte d'Ivoire ont lieu, mais elles ne sont pas jugées inclusives. La majorité des Ivoiriens n'ont plus confiance au cadre qui existe, au processus électoral. Le jeu politique en Côte d'Ivoire n'est pas ouvert. Nous avons une sorte... il faut qu'on change les méthodes en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on quitte les méthodes de confrontation et qu'on arrive à l'ouverture, à la justice sociale, à la vérité, etc. Cette confrontation jette beaucoup de discrédit sur les institutions qui semblent être assez stables. Et d'ailleurs, ce que je peux dire, c'est que, et ça encore c'est un point de vue, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on ressent, le système qui est bâti n'assure pas une transition stable. C'est ce que je pense. Je ne le dis pas méchamment. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. On a l'impression que nous avons un système établi, bâti, construit, qui aura du mal à assurer une transition au niveau du pays, y compris même, à mon avis,
au sein de la majorité présidentielle. C'est l'impression qu'on a en tout cas. On se lève pour défendre nos valeurs. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas vraiment d'affinité avec les hommes politiques. J'ai, on va dire, mes affinités sont un peu, on va dire, c'est de loin que j'admire certains hommes politiques. En Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup admiré celui qu'on appelle le père de la nation, hein, Félix Houphouët-Boigny. C'est une personne, c'est un homme politique qui a su, en dépit de toutes les contraintes, on va dire, coloniales existantes, qui a su tirer profit pour son pays. Voilà. Donc il a su gouverner son pays malgré toutes ces contraintes. Et je pense que c'est une compétence rare. Une compétence rare d'avoir autant de contraintes économiques, politiques, etc. On passe d'un pays colonisé à un pays dit indépendant, dans les mots, qu'il ait réussi à quand même hisser son pays à ce niveau est une compétence rare. Donc c'est quelqu'un que j'admire, le président Félix Houphouët-Boigny. J'admire en tout cas cette compétence. Je n'étais pas d'accord avec lui sur plusieurs points, déjà tout petit, mais en tout cas je sais connaître toutes les compétences et les qualités dont il a fait montre. Et puis il y a une personne aussi que j'ai admirée de loin, toujours, dans la vie politique ivoirienne, c'est le président, c'est le deuxième père de la nation. En fait, on va dire le deuxième père de la nation qu'on appelle, on parle du père de la démocratie en Côte d'Ivoire, je parle du président Laurent Gbagbo. C'est une personne que j'admire, que j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que depuis ma tendre enfance, mon père, d'ailleurs un jour, il m'a dit que, tu sais quoi, mon fils, le président Laurent Gbagbo, il me connaît. Je n'étais pas trop, mais bon voilà, c'était mon père, il était très admiratif du président. Et je pense que pour ce que le président Laurent Gbagbo a apporté en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui mérite respect et considération. Il a fallu qu'il ait beaucoup de courage pour qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo, c'est une symphonie inachevée. Peut-être qu'il quitte la scène politique en tant qu'administrateur, en tant que quelqu'un qui est à la tête d'un parti en train d'administrer, mais je pense, le connaissant son parcours et ses convictions, ça m'étonnerait. Même dans un fauteuil, quelque part, il aura toujours son mot à dire, le président Laurent Gbagbo. C'est quelqu'un qui aime profondément son pays et qui, malheureusement, comme je le disais, c'est une symphonie inachevée avec une rébellion qui l'a empêché de gouverner. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Le président Gbagbo transporté à La Haye, ça a été une tristesse pour beaucoup d'Ivoiriens. Pas pour tous les Ivoiriens, mais pour beaucoup d'Ivoiriens, en tout cas pour l'Ivoirien comme moi, ça a été une tristesse pour moi. J'ai trouvé cela inhumain, j'ai trouvé cela injuste. C'est ce que je pense. C'est mon point de vue et je le dis en toute clarté. Ça a été très triste. Personnellement, j'en ai beaucoup souffert. Un président qui a été traité comme un moins que rien. Mais voilà, en Afrique, on voit beaucoup de choses, vous savez. Donc voilà, aujourd'hui, Dieu merci, il est là. Il est vivant. Il continue d'apporter comment on appelle ça, sa modeste contribution, je dirais sa grande contribution à l'avancement du pays, à sa façon. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. J'ai parlé de Houphouët-Boigny, j'ai parlé du président Laurent Gbagbo. Il y a une troisième personne qui m'a fasciné beaucoup dans la politique ivoirienne. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le président Vincent Trobi-Hirier. Je pense que c'est dans la nouvelle génération, c'est le seul homme politique qui est... Je ne dis pas que les autres déméritent forcément. Moi, j'estime que c'est l'homme politique, le seul homme politique qui
qui sait, comment on appelle ça, on va dire, capitaliser la confiance des Ivoiriens. Il incarne cette confiance. Et il incarne aussi la réconciliation. D'ailleurs, à l'évocation de son nom, on peut voir le sourire on peut voir le sourire des uns et des autres quand on les voit, quand on le voit, etc. Il inspire cette confiance, il inspire cette nouvelle génération d'Ivoiriens dignes de confiance, fiables et compétents. Je pense que la Côte d'Ivoire est avoir des hommes politiques comme lui, c'est une bénédiction. C'est à saluer. J'aimerais que ce pays soit peuplé d'hommes comme lui. Voilà, des hommes de conviction, des hommes fiables, des hommes respectueux. Il est très humain. Il a dit qu'il faut mettre de l'âme dans le béton qui a été coulé. Ça, c'est une image mais qui reflète sa personnalité. Voilà. Aujourd'hui, la politique est conçue, et c'est pourquoi les Ivoiriens s'intéressent de moins en moins à la politique. On va dire, la plupart des Ivoiriens se désintéressent de la politique parce que le jeu politique est devenu un champ de confrontation, d'animosité. Et c'est quelque chose qui me peine énormément parce que quand on voit des chefs d'État, quand on voit des hommes d'État s'invectiver, s'insulter, utiliser des mots qui sont à la limite, on va dire, de très gros mots blessants. On se demande quelle leçon on laisse à aux jeunes. Quelle leçon pour la nouvelle génération. L'homme politique, l'homme d'État doit incarner le rassemblement. Avant, la parole d'un homme d'État, c'est une parole sacrée. C'est une parole qui rassemble. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération d'hommes d'État, d'hommes politiques qui n'inspirent plus confiance et qui, je dirais même, repoussent toutes ces personnes qui ont envie d'embrasser une carrière politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'hommes compétents, beaucoup de femmes compétentes qui pourrait apporter beaucoup à la politique ivoirienne, mais qui se soustrait de cette politique. Voilà. Et c'est vraiment bien dommage pour la Côte d'Ivoire parce que ce sont des valeurs que la Côte d'Ivoire ne saura pas exploiter. Voilà. On se lève pour défendre nos valeurs. Je ne milite pas dans un parti politique. Je suis... avec le président Vincent Aubirier, nous n'avons pas de parti politique. Donc, nous sommes dans une posture, on va dire, indépendante. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors, vous parlez d'Assalé Thiemoko, du président Vincent Aubirier, qui ont été évincés du processus électoral. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne souhaite pas commenter une décision, la décision du Conseil constitutionnel. C'est juste, après, bon, ça n'empêche pas on ressente des choses. Et voilà, ce que je ressens est juste injuste. Je ressens de l'injustice, je ressens un pas en arrière dans la vie politique ivoirienne. Je pense qu'il y a beaucoup d'acquis démocratiques qui ont été beaucoup mis à l'épreuve ces dernières années. Et c'est bien dommage, parce que des personnes comme le président Vincent Aubirier, Assalé Thiemoko, sauront apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Moi, je milite qu'il y ait cette inclusion. Et que le processus électoral soit libéré de la captation, de la captation du pouvoir, je veux dire, parce que tant qu'il y aura des méthodes, c'est l'impression qu'on a. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Tant qu'on ressentira que le pouvoir est fermé
et que l'alternance est hypothéquée, il y aura beaucoup de frustration, il y aura beaucoup d'injustice, il y aura une crise de confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un risque pour l'avenir en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai ressenti cela comme tel, en tout cas, comme tel. J'ai ressenti l'éviction du président Vincent Aubry comme tel. Je trouve qu'il méritait sa place, il méritait de concourir. Et c'est juste une perte pour la Côte d'Ivoire. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors 2030, qu'est-ce que je vois en 2030? Alors déjà, je vais rester optimiste. Je garde la foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis croyant, je suis chrétien. Et ma foi m'inculque de rester très optimiste. C'est aussi cela la puissance et l'efficacité de nos prières, de nos vœux pour la Côte d'Ivoire. On souhaite pour la Côte d'Ivoire un avenir radieux. Et 2030, j'espère qu'en 2030, il y aura l'opportunité pour tous les Ivoiriens qui le ressentent de choisir librement leur candidat, de voir leur candidat être inclus dans le processus électoral et d'avoir la possibilité de gagner. Voilà. Je pense personnellement, j'ai beaucoup de respect pour le président Alassane Ouattara. Il a sa façon d'incarner le pouvoir. Est-ce que je suis bien placé pour conseiller le président avec toute son expérience qu'il a? Mais si j'avais mon opinion, c'est qu'il a devant lui 5 années pour réconcilier les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a 5 années pour rattraper beaucoup de choses. Je pense que ces 5 prochaines années, ce sera tout en l'honneur du président, tout à son honneur, de miser sur la réconciliation des Ivoiriens. Alors, la réconciliation des Ivoiriens va au-delà du retour de Soro Guillaume. Je pense que les Ivoiriens, c'est combien de millions d'habitants déchirés par la guerre depuis 2002, depuis la rébellion, l'entrée en scène de la rébellion en Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore, pendant 5 années avec le président Vincent Aubry, on a parcouru toute la Côte d'Ivoire, réconcilier les Ivoiriens dans les villages où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de bagarres, etc. La réconciliation va au-delà, c'est bien plus au-delà de certains individus, de certaines têtes qu'on connaît, etc. Peut-être même que certaines personnes font partie du problème. Alors donc, pour moi, la réconciliation, elle est sacrée. Elle est sacrée. Il y va de la survie de la Côte d'Ivoire. Un pays qui se développe est basé sur une population réconciliée, une population qui est unie, une population qui a foi en ses institutions. On ne pourra pas, comme on appelle ça, se comparer à des pays en voie de développement lorsque la fondation est ébranlée. On ne peut pas construire une nation prospère, une grande nation, sur une fondation ébranlée. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés entre eux. Alors souvent, j'entends certaines personnes évoquer certains aspects, disant que oui, ça c'est la réconciliation. Moi, la réconciliation, si je vois un adversaire marcher sur mon pied par inadvertance, ben je ne penserai pas du mal de lui. Parce que je sais qu'il n'a rien contre moi, je n'ai rien contre lui. Il ne me veut pas du mal, je ne lui veux pas du mal. Vous comprenez? J'utilise cette image-là pour symboliser la puissance de la réconciliation. Et voilà, pour moi, c'est tout à son honneur au président de miser sur la réconciliation et puis de laisser une nation stable. Une nation où les Ivoiriens se voient en frères, en sœurs. Voilà ce que je peux dire. Donc les 5 années, moi j'espère en tout cas que ces 5 années de restauration, ces 5 années de construction d'une fondation solide, pour ne pas que tout ce qu'on voit est en train d'être construit un jour soit ébranlé. Voilà. On se lève pour défendre nos valeurs.
Alors pour moi, la réconciliation, ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des événements, je vais dire, des événementiels, des événements, ce n'est pas des slogans. On peut organiser au stade, réunir tous les artistes de Côte d'Ivoire, venir chanter, ce n'est pas la réconciliation. La réconciliation, ça se passe dans les villages. Ça se passe dans les lieux où on se regarde comme ennemis. Si dans les villages, on ne se regarde plus comme ennemis, alors on dira que la réconciliation est en marche. Voyez-vous, il y a eu beaucoup d'injustices dans ce pays. Des personnes, jusqu'à aujourd'hui, se sont senties dépouillées de leurs biens. Ils ne savent plus où se trouvent leurs biens. Pour moi, la réconciliation, c'est d'amener ces personnes-là, c'est de faire justice. Justice dans le sens où il faut reconnaître la vérité, il faut dire la vérité et il faut se pardonner. Une fois que la vérité est dite, il faut se pardonner et puis repartir ensemble en étant réconciliés. Voilà. Donc pour moi, la réconciliation, c'est un véritable processus. C'est tout un système à mettre en place pour que ceux qui se déchiraient hier se mettent main dans la main et aillent de l'avant. On peut organiser des concerts, on peut organiser des événements dans des palaces, etc. Ce n'est pas cela la réconciliation. Et ce n'est pas parce que les Ivoiriens ne se regardent pas d'une certaine façon que ça veut dire qu'il y a la réconciliation. Voilà, comme on dit, la guerre, ce n'est pas l'absence de... Enfin, voilà, bref, je veux dire, il faut regarder les choses en profondeur. On a vu la ferveur de la population ivoirienne autour de leur équipe. C'est parce que cette équipe-là, elle est un peu comme un catalyseur. C'est une équipe qui regroupe tous les Ivoiriens, autour de laquelle tous les Ivoiriens s'unissent. Et il n'y a pas de bord politique. Il n'y a pas de... et donc, du coup, ça favorise. On a vu cela en Côte d'Ivoire. En tout cas, symboliquement, c'était fort. C'était très, très fort. On aimerait que la politique soit ainsi en Côte d'Ivoire. Qu'on voit tous les fils s'unir. Je veux dire, moi, dans ma famille, vous avez des personnes du RHDP, du PPACI, vous avez des personnes indépendantes, etc. Mais dans ma famille, on ne se bat pas. On ne se voit pas en ennemi, etc. Au contraire, on se voit, on s'embrasse, on rigole. C'est mon frère, ma sœur, etc. J'aimerais bien voir cela en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien voir cela en Côte d'Ivoire. Et encore une fois, je le répète, je le dis, c'est ce que je pense. Le système politique en Côte d'Ivoire est fermé. Donne l'impression qu'elle est... il faut décloisonner. Il faut décloisonner, il faut aller à l'ouverture au lieu de se camper sur des sujets qui amènent la confrontation, l'invective, etc. en public, devant des élèves, devant des lycéens, devant des étudiants, de certains responsables politiques. C'est triste de voir ça. C'est triste de voir ça. Je pense que nous pouvons, en Côte d'Ivoire, être un modèle politique pour l'Afrique et le monde entier. C'est possible. Moi, je le crois. Je le crois pour plusieurs raisons. En Côte d'Ivoire, nous sommes des personnes très intelligentes. Nous sommes des braves. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est peuplée de jeunes battants, de femmes battantes, de jeunes et de femmes intelligentes et sages. Nous pouvons incarner le renouveau politique en Afrique et dans le monde. Et d'ailleurs, on n'aura pas, je vais dire forcément, à vouloir copier certains pays, etc. Parce qu'on peut réinventer notre propre politique. On peut inventer plutôt notre propre politique en Côte d'Ivoire, qui reflète nos aspirations culturelles, qui reflète nos valeurs culturelles, qui reflète, comme on appelle ça, les aspirations des populations locales. Je vais partout dans les localités, à Maféré, à Abi, à Ehian, à Dibi, etc., etc. Je suis dans les localités, je vois la précarité de nos populations. Je vois la misère de nos populations. Et il nous faut inventer un système politique qui est à l'image
des aspirations de notre peuple. Pas un système qui copie juste sans discernement. Mais on doit créer un nouvel appareil politique, un nouveau système politique qui réconcilie les Ivoiriens et qui fait que tous les Ivoiriens s'attrapent main dans la main pour construire leur pays. Je pense qu'il faut en Côte d'Ivoire, il faut une redistribution équitable des revenus. Il faut une redistribution équitable, mais il faut aussi en Côte d'Ivoire encourager le leadership communautaire. Et quand je vais voir les femmes, quand je vais voir les jeunes dans les différents villages que je viens de citer, ou à Daou, à Kassikro, je salue d'ailleurs toutes les femmes de Kassikro, les femmes de Dabi, il faut encourager le leadership communautaire. La plupart des pays qui se sont développés, qui ont connu un véritable développement, sont partis du leadership communautaire. Développer une ville ou deux villes par des infrastructures, etc., ne crée pas forcément, n'est pas le signe de la prospérité d'un pays. Je pense qu'un pays qui est prospère, moi j'ai fait beaucoup de pays, hein, l'Europe, l'Inde, etc., j'ai voyagé beaucoup. Je peux vous dire que le leadership communautaire est un moyen réel pour développer toutes ces régions. Il faut amener les femmes, les jeunes dans les localités à se prendre en charge. Il faut pouvoir écouter les jeunes et les femmes dans les villages lointains comme Kouakro, dans des villages comme Kotoka, etc. Il faut amener, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on a une population dans des localités à qui on donne du poisson, et qui ont été tellement habitués à récupérer du poisson qui ont de façon systématique tendre la main pour avoir un poisson. Non, il faut apprendre nos populations à pêcher. Il faut développer le leadership communautaire. Il faut écouter les femmes, amener les femmes et les jeunes à travailler autour de projets communs, à prendre en charge leur destin, à prendre en charge le développement économique de leur localité. Je le dis encore une fois, s'il faut attendre l'État de Côte d'Ivoire pour qu'un village comme Dibi se développe, Dibi restera là pendant des années et des années, etc., avant d'atteindre le développement. Voyez-vous, à Abidjan, on n'a pas fini de travailler et de développer à Abidjan, de s'occuper des besoins à Abidjan. Qu'en sera-t-il de Dibi? Qu'en sera-t-il de Kotoka, etc.? Donc, il faut amener les populations locales à se prendre en charge, à avoir des rêves et à les aider, à les assister à construire leurs propres rêves, à être fiers d'être l'auteur de leurs rêves et ne pas être dans l'esprit de mendicité. Aujourd'hui, ce sera bientôt les élections. Même si les gens n'ont pas le courage de le dire ouvertement, on sait très bien, les gens se baladent avec des billets de banque, ils distribuent de l'argent. Les gens font des cadeaux, achètent des bâches et des chaises et offrent à des populations parce que c'est la veille d'une élection locale. C'est, excusez-moi du thème, c'est une honte. Ce n'est pas digne de la population ivoirienne de les traiter ainsi. On ne vient pas à la veille d'une élection pour donner quelques chaises, quelques bâches et sortir des billets de banque à une population qui a besoin de toute autre chose, qu'on leur fasse confiance, qu'on les aime et qu'on leur donne la possibilité de s'en sortir. Moi, j'aimerais bien m'occuper de mon père, j'aimerais bien m'occuper de ma mère, j'aimerais bien être fier de savoir que mon oncle, mon cousin est tombé malade, c'est moi qui l'ai pris en charge et maintenant il est guéri. Voilà, c'est une fierté, c'est une satisfaction que je veux avoir. Et il faut aider les villages. Et je tiens d'ailleurs à saluer mon père qui m'a appris à aimer son prochain. Mon père, je salue aussi d'ailleurs mon oncle, mon père, c'est le seul qui reste, Mengomin Miezan, qui nous ont appris les valeurs, beaucoup de valeurs, des valeurs humaines. Nous devons nous retourner vers les localités. L'État de Côte d'Ivoire doit prioriser les localités, aider les jeunes, les femmes, les hommes à prendre en main le développement de leur communauté.
sur tous les plans. Nous sommes un pays riche, notre terre est riche et c'est vraiment déplorable de voir cette précarité dans une zone aussi riche. Vous parcourez le sud Comoé, vous avez des forages partout, vous avez de l'or qui est exploité, les terrains sont exploités, les eaux sont usées de partout, etc. Et vous avez une population très, 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 très pauvre. Et à côté, ce sont des tonnes d'or qui sont extraits des plantations qui les entourent. Mettons de l'âme. Mettons de l'âme dans le béton coulé. C'est tout ce que je peux dire. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma croyance? Je pense que c'est... on est dans une communauté où il y a diverses croyances. Voilà, moi, la vie a fait que dès mon jeune âge, j'ai embrassé la culture, on va dire la foi chrétienne. Voilà, donc j'ai grandi dans cette foi chrétienne. La plupart de ma vision est basée sur les valeurs de cette foi chrétienne, que j'appelle les valeurs du royaume de Dieu. J'ai l'habitude de le dire, à quoi sert-il d'avoir un grand homme qui réalise beaucoup de choses, qui est très compétent, mais qui ne sait pas pardonner? À quoi sert-il d'avoir un bâtisseur, mais qui a du mal à être humble, à aimer son prochain, à avoir une maîtrise de soi? Les valeurs du royaume, les valeurs en tout cas de ma foi chrétienne, c'est cela. Moi, c'est comme ça que je comprends ma foi chrétienne. C'est l'humilité, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi, c'est le pardon, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Voilà plusieurs éléments qui fondent ma foi chrétienne. Effectivement, depuis que je suis jeune, ce sont ces valeurs qui ont guidé mes pas, qui ont guidé ma vision, qui guident jusqu'aujourd'hui d'ailleurs mes choix dans la vie. Et vraiment à toutes ces personnes qui pensent que tout le monde est corrompu, tout le monde est... Bon non, il y a des personnes qui existent sur cette terre, qui ont de la dignité. On se lève pour défendre nos valeurs. Vous évoquez le nom d'un grand serviteur de Dieu, Kakou Sévérin. J'ai connu cet homme en 1995. En 1995, en étant à l'INSET, j'appartenais à un groupe qu'on appelait le groupe biblique de l'INSET, qu'on appelait le GBI. Et nous étions ceux-là qui l'avions invité pour la première fois à Yamoussoukro, à l'INSET. Donc c'est là que je l'ai rencontré. J'ai été marqué par sa personnalité, par son verbe, par ses compétences, par ses qualités. Et puis bon voilà, après avoir fini en 1998 mon cursus scolaire à l'INSET et que je suis venu m'installer à Abidjan, ben j'ai été à ses côtés. Et à ses côtés, j'ai connu un serviteur de Dieu avec qui il travaillait, qui est devenu mon père spirituel. Il s'appelle Olivier Gawa. Donc avec lui, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie chrétienne, dans le service de Dieu. Je me considère aujourd'hui comme serviteur de Dieu. Voilà, avant, je vais dire, tout homme a une foi, et tout homme qui a la foi et qui a vocation à exercer sa foi est un serviteur de Dieu. Voilà. Donc, je me considère comme serviteur de Dieu. J'ai grandi dans cet environnement. J'ai baigné dans cet environnement. Quand j'étais en France, j'avais une communauté. J'ai prêché dans des communautés. Je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis fier d'être chrétien et de servir Dieu au travers de ma foi chrétienne. Et aujourd'hui, je vais justement mettre au service de mon pays comment on appelle ça, cette expérience, cette
cette triple expérience académique, professionnelle, mais aussi sociale. Aussi sociale parce que en dehors des activités, on va dire, chrétiennes, j'avais aussi en France créé une association qu'on appelait Unis pour une meilleure vie. Et on distribuait des kits alimentaires. On distribuait des kits alimentaires en partie sous fonds propres. On distribuait des kits alimentaires à des personnes, qui étaient dans la précarité pendant près d'un an. Un an. Donc c'est aussi cela le sens de ma vie chrétienne, de ma foi chrétienne, qui est traduit dans ces activités à caractère social. Et aujourd'hui, c'est ce qui se traduit, c'est ma foi chrétienne, ma volonté de me mettre au service de mon prochain, qui se traduit aujourd'hui dans, on va dire, dans ma carrière, dans le début de ma carrière politique. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors, vous parlez de prophétie. J'aimerais pas m'étaler sur ce point. J'aimerais pas m'étaler longuement sur ce point. Les prophéties dans la Bible, dans la vie, au quotidien, nous prophétisons dans la vie au quotidien. Ah, je vais devenir un pilote. Ah, moi, je vais devenir un homme d'affaires. Ah, mais moi, je veux... ce sont des prophéties. On prophétise, on dit des choses qu'on espère arriver. Et soit par la foi, par la conviction, on croit, et on peut proclamer, on peut dire un certain nombre de choses. Voilà, et comme aussi d'aucuns peuvent estimer avoir reçu une pensée, une parole de Dieu, et sur cette parole dire un certain nombre de choses. Je vais m'arrêter là parce que je sais qu'aujourd'hui c'est devenu la polémique en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas en rajouter à cette polémique. Il faut respecter, comme on appelle ça, le sacré. C'est tout ce que je peux dire. Il faut respecter le sacré, il faut respecter tout ce qui entoure le sacré. Et puis, il faut qu'on incarne ce sacré-là et on incarne ce respect-là. C'est tout ce que je peux dire. On se lève pour défendre nos valeurs. Je suis candidat aux élections législatives à venir, là, dans quelques jours, candidat indépendant au niveau de la sous-préfecture d'Aboisseau, d'Adjoin, d'Adaou, de Kouakro, de Maféreux commune et sous-préfecture. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat aux élections législatives? Premièrement parce que cette candidature part d'une expérience terrain. Pour moi, il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de développer le leadership communautaire. C'est-à-dire, il faut savoir écouter nos jeunes, nos femmes, nos parents qui vivent dans ces localités que j'estime être précaires. Il faut savoir les écouter et les assister autour de solutions concrètes pour la prise en charge de leur développement économique et social. Deuxièmement, je veux être un trait d'union, un véritable trait d'union entre la représentation nationale et sa communauté. Être député, ce n'est pas juste faire des discours. C'est de faire en sorte que les aspirations des populations locales trouvent un écho auprès du législateur. Que leurs aspirations soient transformées en lois, en des façons d'instruction, des méthodes de vie, etc., réglementées au niveau de l'État. Donc, être ce trait d'union-là entre les préoccupations du peuple et puis cette assemblée au niveau de l'État, cette assemblée nationale. Troisièmement, c'est une candidature d'exemplarité, de transparence. Il est important de rendre compte. Il est important
de rendre compte de la gestion des biens, de l'argent des Ivoiriens. Il faut rendre compte, il faut de la transparence. Il faut retourner vers les Ivoiriens, leur dire si on gère bien leur patrimoine ou pas. Donc être député, c'est avoir aussi la capacité de faire ce contrôle, d'exiger ce contrôle. Les Ivoiriens méritent de savoir comment est utilisé leur argent, leur richesse. On peut les utiliser, mais on peut mal les utiliser. Et donc, si c'est mal utilisé, il faut qu'ils le sachent. Les Ivoiriens ont le droit de savoir comment est utilisé leur patrimoine, est géré leur patrimoine. Et donc, il y a ce devoir d'exemplarité que nous devons incarner. Le député doit pouvoir repartir vers eux et leur dire la vérité sur comment est géré le pouvoir dont ils sont... Parce que le pouvoir, c'est l'émanation du peuple. Donc, ce sont les 3 points. Je veux qu'il y ait cette exemplarité, cette transparence dans la gestion des affaires de l'État. Et le peuple a besoin, le peuple a le droit de savoir comment est géré les affaires de l'État. Un enfant à Kotoka, un enfant à Dibi, un enfant à Bafia qui n'a pas de table, ou bien dans une localité qui n'a même pas de table où il peut s'asseoir pour apprendre à lire et à écrire, il doit savoir, il a le droit, les parents ont le droit de savoir comment utiliser les ressources de leur pays pour que son enfant n'ait pas une table d'école ou qui n'ait même pas d'école. J'ai été dans une localité où c'est un monsieur ou quelques personnes qui sont en train de se battre pour construire une nouvelle classe à côté des autres classes qui ont été construites, d'ailleurs par eux-mêmes. J'ai entendu cet instituteur me supplier de faire en sorte que leur voix puisse porter, qu'on puisse les aider, etc. Donc, l'exemplarité, la transparence, les Ivoiriens en ont besoin. Nous en avons besoin. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'avoir des hommes et des femmes à la tête de nos institutions qui incarnent la transparence, qui incarnent comment on appelle ça, l'exemplarité. Voyez-vous, les gens ne le disent pas, mais quand on voit des personnes qui, juste parce qu'ils occupent quelques années seulement, après avoir occupé un haut poste d'État, construit des palaces, etc., pendant que dans les hôpitaux, dans les dispensaires, etc., c'est la précarité totale. Je veux dire, ils ont le droit de savoir comment utiliser leur argent. Voilà. Donc pour moi, je suis candidat aux élections législatives dans mon pays parce que je veux apporter une autre méthode, une autre façon de pouvoir construire, encourager la politique en Côte d'Ivoire pour le bien du peuple, des populations. Voilà les 3 raisons qui m'ont poussé à être candidat aux élections législatives dans ma circonscription. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors déjà, je pense que je vais retourner leur dire merci pour la confiance qu'ils auront placée en ma personne. C'est la reconnaissance. C'est pour moi une qualité importante, avoir de la reconnaissance. Donc, d'ailleurs, que je sois élu ou pas, j'irai le voir et leur dire merci. Parce que je sais que j'aurai des voix un peu partout. J'irai dire merci. Pour ceux qui m'ont voté, pour ceux qui ne m'ont pas voté, je leur dirai merci. Et tout de suite, bien évidemment, nous avons des projets. Comme je l'ai dit, communautaires, que nous sommes en train de recenser. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons traduire cela auprès de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est important de faire en sorte que cette représentation, cette représentativité au niveau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire puisse profiter
à la population qui nous élit pour être à l'Assemblée nationale. Donc tout de suite, nous avons monté plusieurs projets que nous allons présenter à l'Assemblée nationale. Voilà, en espérant que des projets de loi puissent en découler et que cela puisse servir la population. Donc ça, c'est notre engagement, comme je l'ai dit, dès le départ. Nous allons diligenter plusieurs missions d'écoute auprès de la population pour continuer à recenser leurs besoins, pour être proche de ces localités, de la population. Vous savez, partout où je suis passé, on m'a dit quand on finit de vous voter, on ne vous voit plus, c'est dans 5 ans on vous revoit. Et ça, il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Dans ma circonscription, c'est 130 environ 130 villages et campements. 130. Je pense à moins je pense que nous sommes la plus grande circonscription de Côte d'Ivoire pour un seul député. 130 villages, c'est 5 sous-préfectures pour un seul député dans le sud Comoé. Comment un député qui couvre 5 sous-préfectures, c'est-à-dire environ 130 villages et campements, peut-il être disponible pour écouter la population? Il y a aussi ce sujet que nous allons porter à l'Assemblée nationale. Le découpage électoral n'est pas équitable. Le Sud Comoé, tout le 108 et la FEMA souffrent de ce découpage-là. Et donc, je pense qu'il faut rétablir la justice en permettant qu'il y ait un découpage électoral équitable. Voilà voilà quelques points que nous allons engager dès que nous serons élus à l'Assemblée nationale. On se lève pour défendre nos valeurs. Le député actuel, on va dire sortant, de ma circonscription est une personne, c'est un doyen qui a beaucoup d'expérience en politique, dans les affaires, etc. Mon père m'a appris à respecter les aînés. Et je pense que c'est une personne qui mérite à juste titre d'être respectée. Déjà pour sa longévité en politique, dans les affaires, pour ce qu'il a apporté dans ce pays, déjà en tant que pharmacien, parce qu'il est pharmacien. J'ai grandi aussi à Port-Bouët, hein, donc je suis aussi un enfant de Port-Bouët. Et tous ceux qui habitent Port-Bouët connaissent sa pharmacie. Donc je vais dire à plusieurs niveaux, c'est quelqu'un qui contribue quand même au bien de son pays. Voilà. Donc, mais cependant, il est bon pour les Ivoiriens. Tous ceux qui se sentent investis de cette mission, de se présenter. Même s'il y a en face un dinosaure, comme on le dit, il faut avoir le courage de se présenter. C'est cela aussi la beauté de la politique. C'est de susciter l'espoir. Et je pense que face à des personnes qui sont considérées comme des dinosaures, quand on voit des jeunes personnes, quand on voit d'autres personnes comme nous nous présenter, ça suscite de l'espoir pour beaucoup de personnes. Il faut avoir ce courage-là, mais dans le respect. Dans le respect. Voilà. Donc non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La peur voudrait quoi? Voudrait que j'ai peur que j'échoue, c'est cela? La peur de l'échec, je pense qu'il y a longtemps que j'ai que j'ai su, en tout cas, gérer cette voilà. Non, ou bien si c'est une autre peur, qu'est-ce que ce sera cette peur-là? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'affronter un dinosaure. Pas personnellement lui, hein, mais dans la vie m'a appris à affronter des dinosaures. Dans l'entreprise, nous avons des difficultés qui se présentent comme des dinosaures. Dans la vie sociale, nous avons des problématiques qui se présentent comme des dinosaures. Dans la Bible, on parle de Goliath. Nous avons des Goliaths partout.
Dans la gestion des affaires familiales, il y a des sujets qui sont très très préoccupants, qui se présentent comme des dinosaures. Si nous avons peur d'affronter certaines problématiques dans la famille, dans l'entreprise, au plan social, effectivement, on aura peur dans la vie politique. Voilà. Il ne doit pas avoir cette peur. Il ne doit pas avoir cette peur. Au contraire, tout le monde doit être encouragé à participer à ce pluralisme-là en politique, à favoriser l'éclosion et tout ça du pluralisme en politique. Non, je n'ai pas peur. Je suis confiant, j'ai la foi que des personnes entendront ma voix et se reconnaîtront dans ma vision, dans mes ambitions, dans mes convictions et seront faits prévaloir cette adhésion dans les urnes. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors, est-ce que le candidat, on va dire l'actuel député, m'appellerait pour que je laisse tomber ma candidature pour le suivre? Je le pense pas. Je pense que c'est une personne, en tout cas pour moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il sait se respecter et je pense qu'il ne mènera pas de lui-même cette démarche, en tout cas, d'aller convaincre des personnes à renoncer à leur candidature. Peut-être que des personnes autour de lui peuvent entreprendre certaines choses, etc. Mais de lui-même, je ne pense pas. Je ne le pense pas. Sinon, il m'aurait appelé, ou bien il m'aurait fait appeler. Et non, je ne pense pas qu'il pourrait faire cela. Voilà. On se lève pour défendre nos valeurs. Oui, bien sûr, j'ai un message à lancer à cette localité. C'est la circonscription 179. Je suis candidat dans la circonscription 179. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Boisseau sous-préfecture, adjoint, à Daou, Kouakro et Maféré, commune et sous-préfecture. C'est la circonscription 179. Alors je leur demande de croire que le changement est possible. Je leur demande de se regarder, de regarder leur vie au quotidien et de voir si y a une atténuance qu'il faut encourager. Je lance cet appel pour qu'ils... parce que bon, on n'est pas encore en campagne, donc j'hésite un peu sur leurs mots, sur certains mots, pour ne pas prêter attention, enfin prêter le flanc à cela. Mais je leur demande tout simplement de croire à un avenir nouveau et de prendre des décisions pour cet avenir-là. On se lève pour défendre nos valeurs. Alors, je pense que le sport, comme on le dit, il est très ingrat, hein, le sport. Hein. Je tiens à encourager tous ceux qui ont été sélectionnés, présélectionnés ou sélectionnés pour ces éliminatoires. Je les encourage qu'ils aillent mouiller le maillot pour les Ivoiriens. Et si ils peuvent nous faire oublier un peu la tristesse qu'on vit ailleurs dans d'autres domaines en Côte d'Ivoire, ça nous ferait du bien, comme ils l'ont fait à la CAN passée. D'accord? Donc j'ai confiance dans les choix du coach Fayet. Je pense qu'il faut savoir... de toute façon, il n'y a jamais l'unanimité. D'accord? Il n'y a jamais l'unanimité. Il faut savoir respecter les choix de l'entraîneur. Il a donné des justificatifs. Il a justifié ses choix. Mais au-delà de ces justifications, il faut savoir lui faire confiance. Et puis l'encourager. Il a besoin en ce moment, lui et la troupe, d'être encouragés.
et non de faire l'objet de polémiques ils n'ont pas besoin de ça pour démarrer cette CAN-là. Ils ont besoin d'assurance, ils ont besoin d'avoir tout le peuple derrière eux comme on l'a fait à la CAN passée. Donc vive les éléphants. Et je voudrais dire au Maroc que je suis désolé, j'aime bien le Maroc, mais on va faire jamais 203. Voilà, on va encore prendre la coupe cette année. Il faut dire que le football en Afrique est en pleine mutation, grande mutation. Et ceux qui ont regardé le foot en Afrique il y a 5 ans voient qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. On dirait qu'il n'y a pratiquement pas de favoris. Peut-être il y a des grands noms du fait ces équipes ont participé plusieurs fois à la Coupe, mais il n'y a pas de petite équipe. Pour moi, toutes les équipes se valent, plus ou moins, et dans tous les cas, une équipe n'importe quelle équipe peut faire la surprise. Voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas à la CAN passée, et je pense que cette CAN va nous réserver beaucoup de surprises également. On se lève pour défendre nos valeurs. En tout cas, merci de m'avoir accordé cette interview. Je pense que les Ivoiriens vont me découvrir au travers de cette interview. Je voudrais demander à tous les Ivoiriens, à tous les jeunes, à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les cadres de Côte d'Ivoire qui m'entendent aujourd'hui. Le pays a besoin de vous. La gestion du patrimoine ivoire a besoin de vous. Aujourd'hui, beaucoup de cadres, beaucoup d'hommes compétents, d'hommes de qualité se refusent de se lancer en politique du fait de tout ce que nous avons connu ces dernières années. Il ne faut pas perdre l'espoir. Si les hommes de qualité, les hommes compétents s'effacent de la politique, bien évidemment, ce sont les médiocres qui vont s'y intéresser et ce sera encore plus douloureux pour la Côte d'Ivoire. Donc, j'invite tous les cadres, j'invite tous les jeunes, j'invite les femmes à croire, à garder espoir et à venir à se lancer en politique pour que les choses changent, pour changer les méthodes, pour avoir un impact sur la vision, sur la gestion de notre patrimoine ivoire. J'aime ce pays, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime mon pays, je suis fier d'appartenir à ce pays, je suis fier d'être Saint-Louis et Afema, je suis fier d'être Agny et je pense que c'est le cas pour tous ceux qui sont dans toutes les régions en Côte d'Ivoire. Je suis fier d'être Ivoirien. Merci.